La délégation de haut niveau de la CEDEAO est au Mali depuis le week-end écoulé. Objectif, exiger le respect de la Constitution et réinstaller l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais dans la pratique, il semble que les choses soient un peu plus difficiles que cela. La délégation qui a exigé et rencontré l'ancien président s'est heurtée à son refus de tout retour au pouvoir. Ibeka aurait dit n'avoir pas agi sous contrainte et donc avoir décidé de démissionner en toute indépendance et liberté. Mieux, il aurait aussi demandé à la CEDEAO de rapporter les sanctions prises contre le Mali. Le CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple, et la délégation de la CEDEAO n'ont, au terme de 72 heures de discussion, pas réussi à s'entendre sur les conditions de transfert du pouvoir aux civils. Qu'est-ce qui explique les difficultés à tomber d'accord? La transition doit-elle se faire en combien de temps? Doit-elle se faire sous l'autorité d'un civil ou d'un militaire? Après l'échec des chefs d'État de la CEDEAO à réinstaller Ibeka, quelle devrait être leur prochaine décision? Mali, pas d'accord entre le CNSP et la CEDEAO. Quid des réelles aspirations du peuple malien? C'est la question en trame de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Johannes. Éditorialiste, vous êtes directeur de publication du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Jules Justinien Moupati, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. La délégation, conduite par Goodluck Ebele Jonathan, l'ancien président du Nigeria, a momentanément pris congé du Mali pour rendre compte donc des discussions jusque-là. Déjà, Ibeka est formel, il ne veut pas revenir au pouvoir. Jules Justinien Moupati. Merci. Mais vous savez, ce qui se passe au Mali, il faut l'analyser suivant deux angles. Suivant l'angle purement organique et institutionnel et suivant l'angle personnel et éthique. Et la question que vous venez de me poser, elle me permet justement d'apprécier la réponse de l'ancien président Keïta à la CEDEAO. Je crois que c'est de la décence. Je crois que c'est bien dit. Maintenant, il a eu à dire qu'il n'a pas agi, il n'a pas démissionné sous contrainte. Enfin, trois éléments clés sont sortis de votre présentation. Constitution, contrainte, et il demande qu'on lève les sanctions. Je crois que c'est des éléments qui méritent d'être appréciés. Maintenant, dans l'angle organique et institutionnel, et cette situation du Mali nous met en rapport la Constitution, le texte écrit du Mali et le peuple, avec un troisième élément, l'armée. La question se pose de savoir, dans un contexte du genre, est-ce que c'est la Constitution qui doit triompher, c'est-à-dire la légalité constitutionnelle qui doit triompher, ou est-ce que c'est la légitimité populaire qui doit triompher? Maintenant, le jeu que joue l'armée, est-ce qu'il faut apprécier ce jeu-là? Est-ce que ce jeu-là peut être perçu comme un jeu populaire ou un jeu qui soutient le peuple? Ou bien faut-il percevoir cela comme une action qui risque de conduire à des compromissions? Je crois que dans la suite des analyses, je pourrais revenir pour pouvoir donner mon point de vue sur la base du droit international et constitutionnel et sur la base des sciences politiques et relations internationales. Tout à fait. Vincent Folly, est-ce réaliste de demander ou d'exiger le retour au pouvoir d'un chef d'État qui a annoncé sa démission à son peuple en direct à la télévision? Je ne sais pas si celui qui a démissionné, le président Keïta, qu'on appelle Ibeka, s'il avait des illusions sur la suite des événements. Je pense qu'à moins d'un miracle, lorsqu'il y a un coup de force de ce genre, c'est souvent irréversible. Penser qu'il peut être rétabli par une décision d'un organisme international, d'une organisation internationale comme la CEDEAO, dont on connaît les pratiques, c'est un leurre. Cela dit, parce qu'il y a un précédent au Mali, ou plusieurs précédents.
Il y a eu le cas Sanogo. Tout à fait. Ce petit capitaine qui était professeur d'anglais dans une base, quelque part, a pris la tête d'une armée. Et lorsque je vois les généraux aujourd'hui et les colonels au pouvoir, je me dis oui, c'était quand Sanogo a pris le pouvoir. Ils étaient là et ils ont pu se soumettre aux ordres d'un militaire plutôt qui avait l'air d'un plaisantin. Bon, donc je veux dire tout simplement qu'il n'y avait pas d'illusion à se faire par rapport à... Et je crois que par rapport à la décision, c'est de revenir au pouvoir. À la CEDEAO, pour ce que nous avons pu lire dans les journaux et certaines revues, je crois que c'est Jeune Afrique qui a raconté ce qui se passe. Et la décision qui a été prise est le fruit d'un compromis, de mon point de vue. Un compromis entre ceux qui avaient une ligne de vue, c'est-à-dire Ouattara et Condé, qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas effet boule de neige avec la situation du Mali, et quelques présidents qui ont temporisé. Parce que dire qu'on prend des sanctions et ensuite envoyer une délégation, il y a un problème qui se pose à mon niveau. Mais la CEDEAO est coutumière de ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un coup d'État, on dit, on arrête les relations et après le lendemain ou quelques jours après, on envoie une délégation. Ça a été fait dans le cas Sanogo, ça a été fait dans le cas de la Mauritanie, non, c'était autre chose, c'est-à-dire l'Union africaine. Les organisations internationales n'apprécient pas la situation de notre point de vue. Donc, je veux dire, pour venir à ce que le professeur a dit, et je parlerai sous son contrôle, ce qui se passe au Mali est un cas d'école. Et je pense, de mon point de vue, que le Mali est le nouveau laboratoire de la démocratie en Afrique. Oh, je vais m'en expliquer là-dessus. Voilà, alors, vous faites bien de rappeler le cas Sanogo. Sous Amadou Aya Sanogo, la délégation de la CEDEAO avait demandé et obtenu la démission du président Amadou Toumani Touré à l'époque, puisqu'il y avait une faillite qui avait été constatée. Aujourd'hui, on voit la CEDEAO qui veut réinstaller un chef d'État, et c'est une position un peu contraire à ce que la CEDEAO a eu à faire de par le passé, notamment dans ce pays-là. Oui, et vous savez, les faits politiques se suivent mais ne se ressemblent pas. J'ai réfléchi un peu par rapport à la position de la CEDEAO, ou si vous voulez, à la variation des positions de la CEDEAO. Je vois fondamentalement deux éléments clés. Le premier élément, qui est un élément d'ordre formel, mais lorsqu'il y a coup d'État de ce genre, coup d'État signifie qu'on met en berne l'ordre constitutionnel. Coup d'État signifie qu'on met en parenthèse la Constitution et les institutions politiques de la République. Alors, quand ça se passe comme ça, là, quelle institution économique, disons politique, puisque ici la CEDEAO est dans une mission politique, quelle institution du genre de la CEDEAO va applaudir? Alors que la CEDEAO, je ne le dis pas, mais j'ai entendu quelqu'un dire que la CEDEAO pour lui est un syndicat des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Bon, ce n'est pas un syndicat du point de vue du droit organisationnel, ce n'est pas un syndicat, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est des présidents, c'est des chefs d'État en fait qui constituent la CEDEAO. Et ils doivent faire en sorte, c'est pour cela que je parlais des relations internationales. Les faits politiques naissent dans une localité, mais peuvent être diffusés autour de la localité, même au-delà. Puisque les peuples s'informent. De ce point de vue-là, les chefs d'État constituant la CEDEAO n'ont pas intérêt à soutenir, d'abord à rester silencieux. Ils n'ont pas intérêt non plus à applaudir. Donc, d'où le premier angle de leur position, condamner ce qui s'est passé et demander que la norme constitutionnelle soit respectée. Maintenant, la deuxième position, qui est une position d'ordre substantiel et qui va être influencée par des contingences et surtout par le temps, c'est la dimension purement matérielle. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se rendre compte dans la pratique qu'ils ne peuvent plus aller à la force comme ils avaient envisagé. Et vous allez voir quelle sera la position des militaires au pouvoir. Si les militaires au pouvoir, ils se laissent influencer, ils quittent le pouvoir. Et rien ne prouve qu'ils ne seront pas poursuivis après.
Parce que le coup d'État, avant tout, c'est un attentat. Cela a un impact grave sur la sécurité de l'État. Alors, s'ils ne reviennent pas en arrière et qu'ils restent tranquilles, le temps va jouer son jeu. Et le temps passant, vous allez voir que l'étau va commencer par se desserrer. L'étau va commencer par se desserrer jusqu'à ce que chaque chef d'État et plus président de la CEDEAO va devoir changer complètement de mode d'action. Le jeu maintenant, moi je vois le jeu se jouer par rapport au peuple et par rapport à l'armée. C'est-à-dire, cette armée qui est au pouvoir, quelle est sa vision pour le pays? Et cette armée-là pense remettre les choses en ordre pendant quelle période? On est en train d'entendre 3 ans. Est-ce qu'une période transitoire de 3 ans est justifiable du point de vue rationnel et justifiable du point de vue même de la logique du développement? C'est des questions nécessaires. Maintenant, est-ce que dans le temps, est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple-là, qui semble soutenir ce qui s'est passé, c'est comme si le peuple dit « Ouf, ce peuple-là, est-ce que nous sommes certains qu'avec le temps, quand cette transition va durer trop longtemps, que les choses ne vont pas changer de camp ou que des données ne vont pas se modifier pour que ce qu'on connaît du pouvoir, le pouvoir qui transforme l'être humain, finisse par avoir raison pour ceux qui sont au pouvoir? C'est des questions fondamentales. Mais par rapport au retour ou non du président Ibeka au pouvoir, moi je pense qu'il a très bien répondu. Et le second élément, c'est-à-dire faire le plaidoyer pour que les sanctions soient levées, c'est une très bonne démarche. Ce n'est pas impossible qu'ils reviennent au pouvoir par voie électorale et constitutionnelle plus tard. Donc c'est très important cette démarche qui mène. Mais je suis douteux par rapport à la période transitoire de 3 ans et j'ai des appréhensions. Maintenant, M. Foley a chuté par un point clé qui nous intéresse en Afrique de l'Ouest et qui nous intéresse au Bénin en particulier. C'est que le Bénin est en train de glisser, le Bénin est en train de laisser tomber le trophée de laboratoire et constitutionnel et démocratique en Afrique de l'Ouest. Et ce laboratoire est en train de glisser vers des États comme le Ghana, comme le Mali, et surtout par rapport au principe d'autodétermination des peuples. C'est-à-dire quoi? En termes simples, le peuple prend ses responsabilités. Le Mali est en train de nous donner des leçons. Et je prie que les autres peuples opprimés, je prie bien qu'ils ne tirent pas leçon du Mali pour que les États, les chefs d'État là, qui sont en train d'opprimer en Afrique, ils puissent se sentir beaucoup plus en sécurité. Alors, Vincent Foley, Ibrahim Boubacar Keïta parti, c'est confirmé. Le Conseil national pour le salut du peuple n'a pas d'accord avec la CEDEAO sur un retour du pouvoir aux civils. Selon vous, quels sont les points d'achoppement qu'il y a visiblement? Non, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai envie de revenir sur ce que le professeur vient de chuter. Il dit qu'il prie pour que les peuples ne tirent pas leçon de ce qui s'est passé. C'est une manière de pour parler. Sécuriser les chefs d'État au pouvoir. C'est une manière de parler. Bon, je prends ça de manière ironique. Tout à fait. Bon, cela dit, ce qui se passe au Mali est très important pour tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi je dis que c'est le nouveau laboratoire de l'Afrique et de la démocratie en Afrique. Pourquoi? Je vais m'en expliquer tout à l'heure. Cela dit, et je ne crois pas, comme le prof l'a fait tout à l'heure, que les militaires ont dit qu'ils vont rester 3 ans. En fait, c'est une radio qui a annoncé l'information, pour ne pas la nommer, c'est RFI. Et puis, je crois qu'hier, les militaires ont dit, non, j'avais dit ça. Tout à fait. Bon, donc ce matin, je n'ai plus entendu l'animateur principal ou bien le journaliste principal qui donne l'information, c'est un autre que j'ai entendu. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de cette radio. Toujours est-il que c'est Daniel, qui est notre compatriote, a dû avoir l'information sur la durée de la transition. Et moi, quand j'avais appris ça, j'étais un peu choqué pour dire, mais au nom de quoi ils vont rester 3 ans? Mais quelles compétences ils ont? Les militaires, on les connaît. Je présente les excuses aux militaires, aux amis, ils ne sont pas formés pour diriger le pays. Et j'espère que les militaires, les civils, eux, ils savent de quoi il s'agit quand il s'agit de diriger un pays.
Les militaires, ils doivent rester dans les casernes, c'est leur rôle. Et c'est le rôle des gens qui sont élus de diriger. Ils ne sont pas élus, mais rester au pouvoir pendant 3 ans, c'est ce que disait le prof tantôt, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt. Des gens qui sont sortis de nulle part, que j'ai vu à la télé, des mines hagards avec des tenues, qu'on peut qualifier. Est-ce que ces gens-là pourront laisser le pouvoir demain? Et si on leur dit de rester 3 ans et de former un gouvernement, on a même dit qu'ils vont former un gouvernement de, comment ils ont dit, un gouvernement militaire composé de militaires. Moi, je n'ai pas compris. Je crois que la CEDEAO même est allée vite en besogne en venant au Mali dès le lendemain de la prise du pouvoir. Ils auraient dû laisser les gens et maintenir leurs sanctions. Et actuellement, il y a des sanctions. J'ai écouté la radio ce matin, on a dit que sur le plan financier, il y aura des difficultés pour le Mali au niveau de la BCAO pour les banques, pour avoir des liquidités. C'est inquiétant. Mais il y a deux pays qui sont sur la ligne de front. Je crois que c'est Ouattara, qui est un ancien de la BCAO, qui doit être en train d'actionner tous les leviers pour étouffer la Côte d'Ivoire, pour étouffer le Mali, parce que les hommes maliens peuvent faire tache d'huile en Côte d'Ivoire, surtout en cette période où lui aussi est en train d'exclure une partie de la classe politique. Donc il a tout intérêt à craindre ce qui se passe au Mali. Lui et Condé. Mais les autres présidents, pour ce qu'on a pu avoir, j'ai fait allusion à cet article de Jeune Afrique qui aurait dit que le président de Guinée-Bissau a eu une passe d'armes avec le président Ouattara. Je crois que c'est tout à fait vrai. D'autres médias ont aussi rapporté ça. Le président Kaboré aussi serait démarqué en disant non, mais ce qui se passe, c'est le peuple. Je crois que c'est ça qui a amené les gens à envoyer une délégation pour un peu discuter. Sinon, s'ils étaient restés sur la ligne dure de Ouattara, ils ne devraient même pas envoyer de délégation. Mais en venant rapidement au lendemain du putsch, ils ont placé les putschistes sur une position de défensive et certainement ils ont fait des déclarations comme quoi nous allons rester 3 heures. Et après, ils se sont retraités pour dire. Mais ce qui se passe au Mali est très important. Je ne sais pas si le mouvement, le M5, qui a mené l'insurrection populaire jusqu'à ce niveau, jusqu'à l'arrivée des putschistes, va accepter que des militaires prennent le pouvoir et le gardent. Moi, je ne crois pas. Et je crois que, pour ce que j'ai pu suivre dans la chronologie, les militaires ont rencontré d'abord les membres de la mouvance au pouvoir qui, au sorti de la réunion, se sont sentis, ils ont dit qu'ils étaient heureux, la discussion a eu lieu de manière franche, mais les putschistes n'avaient pas encore rencontré le mouvement M5. Donc, nous, on était curieux de savoir ce qui adviendrait, comment ils allaient s'entendre. Puis la CEDEAO est venue s'interposer, demander quand est-ce que vous allez finir la transition. Je crois que c'est une intervention tout à fait anormale. Il faut laisser le peuple malien régler ses problèmes. Et moi, de ce point de vue, je dis que c'est la faiblesse des mouvements insurrectionnels. Lorsque l'insurrection, on l'a vu en Algérie, on l'a vu tout récemment, on l'a vu en Tunisie, mais on l'a surtout vu en Égypte. Et tout ce qu'on a appelé le Soudan, sauf le Soudan. Le Soudan est un exemple qu'il faut observer pour voir que c'est vraiment le mouvement insurrectionnel qui a réussi à placer ses hommes au pouvoir. Mais en Égypte, non. Les militaires sont venus s'interposer et au Soudan aussi, les militaires sont en poste. Oui, ils sont en poste, mais c'est... Et la transition va durer 3 ans. Oui. Pour le cas Soudan, on ne parle pas du Soudan, mais je parle quand même de la faiblesse des mouvements insurrectionnels. C'est le peuple qui se soulève, mais s'il n'est pas encadré par une force, et c'est là la différence avec le Soudan, parce qu'au Soudan, il y avait des partis qui étaient là et qui ont pu encadrer et discuter pied à pied avec les militaires. Mais au Mali, actuellement, c'est ce qu'on voit. Il y a le M5 qui a fait des déclarations. On reviendra certainement sur certaines déclarations qui, moi, m'enchantent dans le sens de la bonne marche. Mais les militaires tout seuls, et la CEDEAO, en s'est imposant, vient faire jeter un coup de froid. Et moi, je dis, ils n'ont qu'à rester sur leurs sanctions et ils vont voir si c'est le peuple qui va suivre ou c'est les putschistes qui vont suivre. Or, c'est le peuple et le peuple n'acceptera pas de subir les sanctions-là, ils n'ont rien fait pour ça. Donc, moi, j'attends les négociations que les militaires vont avoir avec le M5 pour savoir comment ils vont orienter et je verrai si le mouvement insurrectionnel tombe dans le cas de l'Algérie ou de la
de l'Égypte, ce mouvement qui a été récupéré par les militaires pour le dévoyer et arriver à étouffer donc les révoltes sociales. Donc c'est ça que je crains et c'est pourquoi je dis que le Mali est un cas d'école. Parce que j'ai entendu des leaders maliens dire il faudrait qu'on arrête avec les systèmes électoraux qui installent des gens qui viennent après décider du sort des citoyens comme s'ils avaient le droit de vie et de mort sur les citoyens. Moi, j'en ai été enchanté. Je veux voir les gens du mouvement citoyen parce que ça interpelle notre pays. Des gens ont été élus et puis ils se disent qu'ils peuvent tout faire. Attendez votre tour, vous allez voir ce que vous allez voir. Attendez les prochaines élections pour venir au pouvoir. Je crois que c'est pas normal. On installe des gens, et les gens seront élus. Ils sont élus pour un programme. Si quelqu'un est élu et vient faire le contraire de ce pourquoi élu, il faut que le peuple se soulève pour lui dire « Ah non, ça suffit ». C'est pourquoi je dis que le Mali est un cas d'école. Et si ça marche, la CEDEAO et toutes leurs sanctions vont tomber dans un proche avenir parce que les gens n'accepteront plus que quelqu'un vienne au pouvoir et fasse sa volonté au lieu de faire la volonté des populations. Voilà, alors il y a le porte-parole du CNSP, du Conseil national de salut patriotique, qui est sorti, qui a fait un certain nombre de déclarations. Il dit notamment qu'ils ont promis rendre le pouvoir aux civils après une période de transition d'une durée à déterminer. Donc ce n'est pas officiellement 3 ans comme cela a pu filtrer dans la presse. Doyen Folli parlait de RFI tout à l'heure. Ils ont invoqué leurs efforts de compromis et qu'ils ont consenti donc et attendent de la CEDEAO qu'elle lève les sanctions annoncées le 20 août contre le Mali, déjà comme préalable de leur bonne foi avant de continuer les discussions. Votre avis sur cette position? On voit des militaires, pour la plupart très jeunes, qui sont des instructeurs, des colonels, colonels-majors, des gens qui ont quand même une certaine hiérarchie au sein. Il y en a qui, le porte-parole est notamment chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air malienne. Donc on voit que ce sont quand même des cadres, ils sont là, ils essayent de communier avec le peuple. Ils étaient lors de la dernière mobilisation du mouvement devant le peuple. Ils ont promis que tout se passerait bien, il n'y a pas eu de mort, pas d'effusion de sang. Est-ce que tout ne rassure pas pour le moment de ce qu'on devrait laisser le peuple malien au centre de cette mobilisation-là, et donc que les politiques, vous m'excuserez le terme, que les politiques, que le Sérail, que la CEDEAO, que Goodluck Jonathan, que Ibeka, que Ouattara et consorts cèdent la place, aillent se reposer quelque part et laisser le peuple malien prendre les rênes par rapport à cette mobilisation-là? Par rapport à la transition, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que je me demandais quelle jurisprudence ou quelle histoire politique permet de justifier 3 ans de transition. Et je crois avec une période de 6 mois ou d'1 an ou plus, cette question est réglée parce que il n'est pas question. Le problème n'est pas de refonder. Ils ne sont pas dans une démarche. Le problème n'est pas de refonder la République. Le problème, c'est tout simplement, mais c'est un problème de gouvernance. Ce n'est pas un problème de test, je crois. Si c'est un problème de gouvernance, l'essentiel, c'est que ce que le peuple veut se réalise. Mais sur ce tableau-là que vous venez de présenter, il y a 3 paramètres. Il y a 3 éléments qui paraissent être antagonistes ou antagoniques. Vous avez le peuple, l'action civile. Vous avez l'armée, donc l'action militaire. Et vous avez les hommes politiques, les chefs d'État, l'action politique. C'est le peuple qui s'est soulevé et qui a émis un certain nombre d'exigences. Et pendant que ce peuple émet ces exigences-là, au lieu qu'on constate que le peuple est allé au bout, on a eu l'impression que l'armée est venue certainement au secours du peuple. Et par la suite, il y a eu coup d'État. Quand il y a eu coup d'État, ces chefs d'État-là, vous venez de parler d'Alpha Condé, vous avez parlé de Ouattara, la transfusion ou le transfert des faits politiques, positifs comme négatifs. Vous croyez qu'ils ont intérêt? Ils n'ont pas intérêt à rester tranquilles. Notre souhait est que le principe d'autodétermination des peuples soit respecté. Maintenant, eux autres n'ont pas intérêt à ce que cela soit respecté. Le jeu doit se jouer au niveau du peuple. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de compétences par rapport aux militaires. Et je crois qu'au sein des militaires, il y a des individualités compétentes. Et je crois que les militaires
et ayant l'habitude de travailler avec les politiques, il y a certainement, par mode de structuration, il y a certainement un certain nombre de compétences et d'habiletés d'autres politiques qui ont eu le temps de se glisser dans leur personnalité. Maintenant, au-delà de cela, chaque personne, comme le dit Platon, a des compétences innées. Et aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je crois bien que vous ne les sous-estimez pas, puisque vous avez chuté par cet angle-là. C'est possible qu'on ait un gouvernement militaire qui réussisse même mieux que des civils. Mais ce n'est pas très sûr d'avoir un gouvernement militaire qui rassure. C'est pour cela que l'approche inclusive et l'approche participative doit être de mise. Quelle sera la couleur de ce gouvernement? D'abord, les putschistes, enfin ceux qui sont les militaires qui sont au pouvoir, il semble qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Lequel? Mais ils ne sont pas en train de regarder leur pays. Ils ne sont pas en train de regarder le peuple. Ils doivent regarder le pays, écouter le pays, regarder le peuple, écouter le peuple. Moi, je serais beaucoup plus satisfait si ils invitaient un certain nombre de figures clés et qu'il y ait des séances de travail de manière à ce qu'on puisse arrêter les éléments, les actions clés à mener pendant 6 mois. Ils ont commencé, mais la CEDEAO est venue s'interposer. Mais lorsque la CEDEAO les a obligés à cesser de nettoyer leur maison pour l'écouter, c'est pour cela que je dis, mais ils ont le pouvoir ou bien ils n'ont pas le pouvoir. Dans la réelle politique, il y a le pouvoir. Mais, écoutez, tout à l'heure, là, je parlais du rapport entre la Constitution, c'est-à-dire le test, et la légitimité populaire. Mais la question politique se pose, M. Folly, ça se pose de savoir. Comme vous l'avez dit, est-ce que lorsqu'on est au pouvoir, on a un mandat de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans, on peut faire tout ce qu'on veut pendant les 7 ans, quitte à ce qu'on finisse. Et comme, si pendant les 7 ans-là, des gens qui ne devaient pas mourir mouraient, si pendant les 7 ans-là, des gens qui ne devaient pas être au chômage étaient au chômage, si les 7 ans ou les 8 ans ou les 10 ans devaient créer de problèmes aux gens, le peuple est au-dessus de sa constitution. J'ai l'habitude de le dire. Et c'est normal que lorsque ça dépasse les bornes, le peuple prenne ses responsabilités. Mais les peuples ne sont pas les mêmes. Chaque peuple est structuré ou configuré par son histoire politique, son histoire sociale, son histoire culturelle. Lorsque vous prenez même dans un même pays, quand vous prenez par exemple le Bénin, mais les différents peuples, les différentes ethnies qui sont au Bénin ne sont pas configurées de la même manière. Donc ce qui s'est passé au Mali, l'histoire de cela peut être racontée, ça peut même être vécu par voie de presse, par les peuples environnants, et pourtant ça pourrait ne pas avoir d'effet. Sans perdre de vue que les chefs d'État qui savent bien que ça pourrait se réaliser chez eux, ils vont commencer par poser des dés, par poser des pions de manière à ce que cela ne se réalise pas. Je crois que le principe d'autodétermination des peuples doit rester l'ancrage du débat. Et je crois que les militaires, ils doivent aller, pas un gouvernement militaire. Je finis par trancher. Enfin, je ne suis pas un juge, mais je finis par donner mon point de vue. Je crois que c'est un gouvernement d'union nationale et d'inclusion de toutes les compétences. Qu'on sente un gouvernement où il y a même plus de civils que de militaires. Parce que cette action qui a conduit au départ à la chute d'IBK, c'est une action civilo-militaire, je dirais. Ça a commencé au civil et cela c'est terminé par le militaire. Maintenant, j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je souhaite que ces militaires-là ne trahissent pas le peuple par la suite. C'est pour cela qu'ils ne doivent pas trop durer au pouvoir. Voilà, alors, gouvernement mixte, militaire, civil, pour ou contre? Je suis pour un gouvernement pour le peuple, pour les intérêts du peuple. Je crois que le professeur et moi, on est arrivé à un point d'ancrage où nous nous entendons maintenant. Parce que la CEDEAO joue un mauvais rôle là. Et pour renchérir ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les militaires auraient dû dire à la délégation de la CEDEAO, pardon, attendez-nous, laissez-nous gérer la situation à l'interne avant. Je crois qu'ils ont été un peu dépassés. Ils ont fait certainement des déclarations dans le sens de ce que nous avons appris, à savoir 3 ans de transition. Ils auront dû faire ça. Mais peut-être qu'ils se sont fait taper sur les doigts par les gens de la société civile qui guettent, surtout le charismatique imam Diko, qui a dû certainement leur souffler à l'oreille. Mais écoutez, faites attention, ne prenez pas des engagements. Donc on ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans les
les coulisses, mais je me réjouis que la délégation de la CEDEAO s'en est allée et elle doit aller se reposer et laisser le peuple malien gérer son problème, gérer sa transition. Et je vous dis, et je reviens sur ce que j'ai dit, que le cas du Mali, c'est un cas d'école. Lorsque je vois la situation au Mali, je voulais écrire un texte que je n'ai pas écrit parce que je ne maîtrise pas encore toute la situation. J'ai dit le Mali, si loin et si proche du Bénin. Si loin et si proche. Parce que la situation du Mali nous interpelle au Bénin. Et parce que eux, ils ont osé faire ce que nous n'avons pas pu faire après les législatives du 28 avril. Si nous avions été aussi audacieux, si notre opposition avait été aussi audacieuse, je crois qu'on serait venu à une situation comme celle du Mali. Mais il y avait des lois et les gens avaient peur. Et les choses ont été arrêtées. Donc le Mali est allé et nous montre l'exemple de ce qu'un peuple uni et décidé, déterminé peut faire. Et j'ai vu Choguel Maïga, pour ne pas citer son nom, et je le cite quand même par à effet de style. Je dis, Choguel Maïga dit quelque chose, je l'ai répété tantôt, qu'il faut qu'on arrête avec un système qui ne fait qu'organiser des élections. La démocratie ne se réduit pas aux élections. Et dans nos pays, j'ai l'impression qu'on élit les gens et ils croient qu'ils ont droit de vie et de mort. Je l'ai répété tantôt. Et j'ai dit, les Maliens, ils sont en train de nous interpeller. Parce que nous élisons des gens, ils croient que c'est terminé. Mais l'élection, c'est un moment de la vie d'un État. Ce n'est qu'un moment, et tout passe 2 jours après. Mais on peut dire que celui qu'on a élu là, non, il ne fait pas ce qu'on dit. C'est ce que nous ne sommes pas arrivés à faire depuis 2016. Et nous sommes là à nous regarder, à voir un régime en train de détricoter ce que nous avons construit à notre système démocratique, construit de haute lutte en 90. On est en train de tout détricoter, de créer des réformes soi-disant et de dire voilà le système qu'on veut pour nous. Alors que nous étions convenus en 90, moi je n'y étais pas, mais les conférenciers, les conférenciers de la conférence nationale ont convenu qu'il fallait un système consensuel, où tout le monde avait le droit à la parole, où la liberté devenait la chose la mieux partagée parce qu'on sortait du système dictatorial de Guérékou. Comment on peut sortir de ce système dictatorial et embrasser un autocrate qui pense tout à notre place? Et je dis ce qui se passe au Mali, c'est de dire, voilà, Ibeka, il a été élu, et puis réélu il y a à peine 2 ans. Je crois que le président peut me rectifier si sa réélection date de 2 ans. 2018. Nous sommes en 2020. Ça fait 2 ans. Mais au bout de 2 ans, les gens ont dit mais le pays n'évolue pas. On fait quoi? On ne peut pas accepter. Il faut qu'il démissionne. Il ne les a pas écoutés. Il ne les a pas écoutés. Alors la CEDEAO s'est interposée pour dire non, laissez, vous êtes en train de faire un coup de force, le peuple n'a pas besoin de... Non! Un peuple doit être capable de destituer celui qui l'a mis au pouvoir si celui qui l'a mis au pouvoir ne travaille pas dans le sens de ce qu'on a dit. Nous, on a choisi la démocratie en 90, on ne peut pas reculer de ce point de vue-là. Et donc, le Mali nous donne une leçon de choses. Et s'ils réussissent au Mali, si les militaires qui se sont certainement ravisés voient le mouvement du M5, et leur dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je suis sûr que la situation va s'éclaircir et la CEDEAO et comment on appelle cette francophonie qui dit qu'elle aussi prend le chemin de l'ascension, eux tous vont se ranger derrière le peuple. Et j'espère que le peuple malien va tenir fort devant les militaires qui, j'avais dit tantôt, qui n'étaient pas compétents. Quand je parle de compétents, je parle de la légitimité en fait. Non, de la légitimité, j'ai peut-être utilisé un mot. Il y a certainement des gens très compétents dans l'armée. Et il paraît que quand ils suivent l'école de guerre, ils sont formés à tout. Ils sont formés en tout. Mais ils n'ont pas la légitimité. Qui les a élus? Non. On a dit dans notre constitution que celui qui veut être président de la République, il démissionne de l'armée et il n'est plus dans l'armée. Mais si sa stratégie peut lui permettre de diriger le pays, pourquoi pas? Mais c'est une question de légitimité. Ce n'est pas parce que quelqu'un
est major, comme tu as cité les grands tout à l'heure, qu'il est armé pour diriger le Mali. Où ils étaient quand les djihadistes venaient envahir le centre du pays. Donc, s'ils étaient si forts, ils auraient arrêté les djihadistes. Donc, ils fassent leur boulot d'abord, avant de dire qu'ils veulent faire le boulot de la direction d'un pays. Et c'est la légitimité que donne le suffrage populaire. Voilà. Alors, actuellement, il y a aussi le débat qui se mène et qui demande à ce que les militaires puissent aller aux élections, même dans le treillis. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on a forcément besoin de quitter l'armée avant d'aller en politique pour servir son pays? Il y a le général Sissi qui est en train d'instituer aujourd'hui le fait qu'on n'ait plus besoin de démissionner de l'armée pour candidater à des postes politiques. Quelle est votre lecture rapide sur cela? Votre question me rappelle un peu les travaux du professeur Adama Koda. Il a beaucoup réfléchi sur les questions de l'armée, rapport à l'armée politique. La question se pose de savoir, en fait, quels sont les faits historiques, les faits de l'histoire politique et de l'histoire sociale qui ont conduit au retour de l'armée dans les casernes et au cas où un militaire voudrait participer à l'action politique et voudrait candidater pour les élections, il devrait démissionner. C'est parce que par le passé, pour ramasser, et quand vous prenez l'histoire du Bénin, par exemple, l'histoire du Bénin, le Bénin sert de vitrine justement par rapport à cette affaire. Et quand vous prenez 1963, vous prenez les événements de 63, les événements de 64, vous vous rappelez un peu les militaires, je ne voudrais pas citer leur nom. C'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'à des moments donnés, l'armée cesse d'être républicaine. Et je crois que ce n'est pas prudent d'accepter. Et ce n'est pas prudent, j'espère, heureusement que ce n'est pas entré dans notre constitution. Et du point de vue de la théorie constitutionnelle en Afrique de l'Ouest, et même en Afrique, je crois que ce n'est pas prudent aux États d'autoriser que des militaires restent dans leur position de militaire, dans leurs attributs de militaire, pour être candidat aux élections présidentielles ou aux élections législatives. Ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent parce que il me semble que le niveau de civisme ou de citoyenneté et de patriotisme n'est pas encore au top qu'il faut en Afrique de l'Ouest pour qu'on puisse être suffisamment rassuré par des militaires qui sont dans leur office de militaire tout en candidatant au plan politique. En Europe, c'est différent. La culture démocratique n'est pas la même. Mais je voudrais ajouter un ou deux éléments. Rapidement. La CEDEAO ne va pas se reposer, M. Folly. La CEDEAO a un rôle fondamental à jouer dans cette affaire. Le rôle, d'abord, c'est de rester derrière, comme vous l'avez dit, et par la suite d'accompagner. La CEDEAO attend que les dirigeants maliens lui tendent la main. Est-ce qu'il y a d'État sans dirigeants? Non. Cet État, l'État malien, ne vit pas un vide politique. Il n'y a pas de vide politique. Ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'à diriger le pouvoir. Maintenant, ce que vous avez dit, ça peut servir de leçon à d'autres peuples, surtout au peuple béninois. Mais vous avez vu, au sortir des élections, après les élections législatives, vous venez de dire que cela ne s'est pas passé au Bénin alors que cela aurait pu se passer. C'est la preuve que les peuples ne sont pas les mêmes et que les faits politiques qui créent des résultats donnés dans un pays peuvent ne pas créer les mêmes résultats dans d'autres pays. Et j'espère, je crois, ce n'est pas qu'on n'est pas en train d'attirer l'attention du peuple béninois sur la nécessité de se rebeller contre qui que ce soit. C'est juste des analyses qui sont en train d'être faites. Élection comme enjoliveur de la démocratie, oui, mais pourtant les élections ne sont pas inutiles, c'est quand même un baromètre important de la démocratie, ce n'est pas le seul. Et en définitive, deux éléments clés. Est-ce que le Mali a des dirigeants actuellement? Oui. Qui sont-ils? On les connaît. Ils n'ont qu'à exercer le pouvoir. Deuxième élément. Le peuple les soutient? Oui. Si le peuple les soutient, alors qu'ils écoutent le peuple et qu'ils donnent la main au peuple, au M5, qu'ils donnent la main à toutes les différentes couches socio-professionnelles pour former un gouvernement très utile pour le peuple. Et vous voyez, le facteur djihadisme, le facteur terroriste au Mali et aux alentours, et dans le Sahel, en haut là, c'est des éléments justement qui peuvent être à la base, qui ont déterminé, qui ont formaté le mental de ce peuple.
ce n'est pas le même cas au Bénin, même s'il y a le Nigeria à côté, qui arrive quand même d'une manière ou d'une autre à maîtriser le phénomène Boko Haram de ce côté. Voilà un peu les éléments que je voudrais évoquer. Et j'ai oublié, le Bénin est en train de... il me semble que, en fait, le Bénin est en train d'évoluer dans sa démocratie. Il me semble. Il me semble que nous avons voulu évoluer de la démocratie classique vers une démocratie qui entretient, qui assure le développement. Et par moments, nous déraillons vers la dictature du développement et la dictature des lois. Je crois que c'est ça. Alors, est-ce qu'il faille arrêter le phénomène au Bénin? Non, une démocratie qui travaille, une démocratie qui assure le développement du peuple, pourquoi pas? Mais nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas, que nous ne virions pas dans qu'il n'y ait pas des errements et d'ordre dirigiste. C'est simplement ça. Sinon que je crois que au Bénin, l'intention de base, c'est faire en sorte que le pays se développe, faire en sorte qu'il y ait de la rénovation, faire en sorte que les mentalités se rectifient par rapport à un certain nombre de pratiques. C'est ce que je vois de fondamental. Maintenant, dans toute action ontologiquement bonne, il peut y avoir quelques dérapages, et ces dérapages-là, sur la base de vos analyses, je crois qu'il faille qu'on les rectifie. Vincent Folly. Le professeur m'interpelle, le débat n'est pas sur le Bénin. Tout à fait. Vous avez parlé du Bénin tout à l'heure. Si nous faisons le débat sur le Bénin, je crois qu'on ne quitterait pas ici. Tout à fait. On parle du Mali. Tout à fait. Et je crois que nous nous entendons pour dire que le pouvoir doit aller au peuple. Et je me réjouis de savoir, et je crois que c'est à cette conclusion qu'on est arrivé, que les militaires, après les égarements avec la CEDEAO, sont en train de dire nous allons nous concerter avec nos populations avant de déterminer. Nous n'avons pas dit que nous sommes là pour 3 ans et que nous allons former un gouvernement militaire. Je ne sais pas d'où l'information est sortie. Toujours est-il qu'ils sont revenus dessus pour dire que non, ils vont faire autre chose. Et je me réjouis de savoir que ils consultent le M5 qui a préparé tout le mouvement et ce mouvement qu'ils sont venus arrêter. Donc je me réjouirais de savoir qu'ils ne deviendront pas un autre général Sissi qui est en train de faire ce qu'il fait en Égypte, qui ressemble en tout et pour tout à ce que Moubarak avait fait. Donc ce qui se passe en Tunisie n'est pas tout à fait rose, alors que c'est ce pays qui avait apporté le printemps arabe. Mais donc le président qui a suivi après Béji Caïd Essebsi qui est décédé, donc puisqu'il était déjà du système, ne voulait pas de grandes transformations. Et donc l'Éthiopie, non, je peux parler de la Tunisie, n'a pas emprunté la voie que l'insurrection avait laissé prévoir. C'est au Soudan, et on pourrait en parler, que le mouvement était encadré par l'armée, oui, mais par aussi des partis, surtout le Parti communiste qui était dans l'ombre et d'autres partis. Ils l'ont encadré et ils ont fait cet attelage qu'on voit au Soudan, qui est déjà différent de ce qui se passe en Égypte. Il faut le souhaiter, parce que là, le ministre, le secrétaire d'État américain est venu comme pour leur demander, écoutez, on va lever les sanctions pour enlever le Soudan de l'ère des pays dangereux, et puis soutenez-nous Israël. Le plan qu'ils ont conçu pour Israël est un mauvais plan et on ne peut pas accepter ça. Heureusement, j'ai appris ce matin, le Soudan a réagi. Pas d'accord. Donc, je dis que ce qui se passe au Soudan, il faut observer. Et il faut observer ce qui se passera au Mali. Et je veux encourager les militaires à prendre langue avec les civils du M5, surtout sous la direction de l'imam Diko, qui dit qu'il n'a pas d'ambition politique. Il est là pour travailler pour le peuple. Donc moi, je veux un mouvement pour le peuple, dans le sens de ce que le peuple a dit. Cela dit, dictature du développement, on pourra en parler pendant des heures, cher ami. Démocratie de développement. Non. J'ai dit démocratie de Ça veut dire quoi? Démocratie. On veut développer le pays. Qui vient pour dire qu'il veut retarder le pays. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait des routes qu'il faut nous priver de liberté. Ça, là, il faut être d'accord là-dessus. Moi, si on veut me priver de liberté parce qu'on me fait des routes, je ne serai pas d'accord. Alors, rapidement, mot de fin. Merci. Je crois que en direction du peuple malien, je voudrais lui dire de rester vigilant
et d'accompagner le mouvement en cours dans le pays. Je voudrais également demander aux peuples africains de soutenir le Mali. Oui, de soutenir le Mali et d'en tirer des leçons positives, pas forcément pour l'insurrection populaire, mais pour que leurs dirigeants puissent savoir raison garder. Voilà, vous êtes Jules Justinier Mpatin, chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Vincent Folly. Et j'ai fini comme ça. Éditorialiste. Un mot, rapidement. Non, j'ai fini. D'accord. Vincent Folly, éditorialiste, vous êtes directeur de publication du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Messieurs, merci de nous avoir suivis sur ce plateau dédié à l'actualité au Mali. Sans doute que nous avons abordé d'autres pays parce que plusieurs pays sont effectivement interpellés par ce qui se passe au Mali. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue.